Bonjour à tous. Voilà, nous vous proposons maintenant une rencontre que nous avons intitulée « Quelle place pour la fiction ?» avec les organisatrices, les dames qui dirigent ce festival, dames que vous connaissez qui sont d'une exceptionnelle. Donc on est parti de ce constat que le monde est trouble et violent et qu'il annonce peut-être un avenir incertain, fait d'enfermement et de rejet de l'autre. Alors on s'est dit, quelle place pour la création dans ce monde d'aujourd'hui et à venir? Pourra-t-on encore invoquer les mots face aux crispations et aux instruments de mort? La littérature peut-elle contribuer à comprendre le tumulte du monde? Pour ce faire, nous allons discuter avec trois écrivains. Je commencerai par celui qui est à l'extrême gauche, que vous connaissez, puisqu'il a été longtemps parrain de ce festival, qu'il est président du jury du deuxième roman. Mesdames et messieurs, Sorche Chalandon. Ah oui, c'est pas là, c'est Sorche. Vous le savez, mais je rappelle quand même que journaliste, vous le savez, au Canard enchaîné encore aujourd'hui, avant Libération, écrivain qui a publié plusieurs romans, qui a été plusieurs fois primé, prix Médicis, Grand Prix du roman de l'Académie française, prix Goncourt des lycéens. Bon, là, il va me traîner derrière lui. Son dernier roman en date, Le nom du père, et ses livres sont tous parus aux éditions Grasset. Et surtout, j'ai appris, et il ne me l'a pas dit, j'ai appris en m'informant sur lui, en travaillant sur ses textes, qu'il a participé à l'écriture de séries télévisées. Je ne savais pas, voilà. Il écrit des séries télévisées, c'est magique. C'est Sorche Chalandron. Puis, à sa droite, Jean-Marie Blas de Robles, philosophe, romancier, poète, qui a écrit aussi plusieurs romans. Lui aussi a été plusieurs fois primé avec le prix Médicis, le prix Giono, prix du roman Fnac, Grand Prix Tide-Monnier. Donc il a une œuvre importante, passé et à venir, comme Sorche Chalandon, passé et à venir. Et donc il est aussi archéologue. Et il a enseigné longtemps, un peu partout dans le monde. Il a vadrouillé au Brésil, en Chine, à Taïwan, Palerme, et j'en passe. Ouais. Ça suffit pas de voyager. C'est lui qui était à ma gauche. Il vient de plus loin, mais enfin, ça se soigne. Hein. William Navarrete. Voilà. Ouais. Le Cubain. L'île qu'il a quittée en 91, il est traducteur, critique d'art, poète, romancier. Il a publié de nombreux essais, de la poésie et des romans, notamment La danse des millions et Fugue aux éditions Stock. Il collabore avec beaucoup de journaux, dont El Nuevo Herald à Miami. Il m'a promis d'écrire un papier sur moi pour eux. Il a reçu un prix de poésie à New York. Voilà. Donc rapidement... Mais nous n'allons pas discuter de ce que peut la littérature. Non, ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'on va démarrer par quelque chose qui me semble, moi, en tout cas quand j'ai lu trois textes, les uns et les autres, Là où les tigres sont chez eux de Jean-Marie Blas de Robles, Le quatrième mur de Sorche Chalandon ou Fugue de William Navarrete, j'ai constaté que dans ces trois romans, de manière très différente, bien sûr, chacun, inscrit son roman dans un lieu. Alors, pour Là où les tigres sont chez eux, c'est un texte très érudit de Jean-Marie Blas de Robles où on apprend énormément sur le Brésil. C'est inscrit dans le Brésil parce que c'est un long roman, je crois, en 6 chapitres, 6 gros chapitres. Et il y a la question, le Brésil qui est là, on le sent vibrer. Sorche Chalandon, quand il écrit Le quatrième mur, c'est le Liban. Le Liban le Liban et la France, bien sûr, parce que Sam habite en France et son ami aussi. Mais c'est le Liban, c'est la guerre au Liban. Et Navarrete, c'est Cuba, bien sûr, avec Fugue, où c'est l'exil d'une mère et son enfant. Donc, la première question, c'est, vous avez les uns, tous, quoi, les uns et les autres, inscrits dans un lieu, dans un espace déterminé. Est-ce qu'on a besoin
peut-être, dans la littérature, quand on écrit de la fiction, d'inscrire quelque part dans un espace l'histoire. Sorge ou Jean-Marie ou... Il parle français. Bon, alors le Brésil, je m'y colle. Il n'y a pas de nécessité, pour répondre très précisément à ta question, pour moi en tout cas, d'inscrire un texte dans un lieu précis. Pour le livre dont il est question, Là où les tigres sont chez eux, c'est le résultat de tout le processus narratif que j'ai construit auparavant. C'est un livre qui est un peu compliqué à résumer, donc je ne vais pas me lancer dans cet exercice. Mais en gros, il y a quand même dans ce livre une comparaison de deux mondes. Ce sont des histoires qui sont tissées, qui se passent principalement au Brésil, dans le Brésil contemporain des années 80, mais qui se passent aussi dans la Rome du XVIIe siècle. Donc on a deux époques qui se chevauchent, qui s'entremêlent, qui vont finir par se rejoindre mystérieusement grâce à certains personnages. Et parmi les nombreuses ambitions de départ de ce livre, il y avait la volonté de comparer le XVIIe siècle du jésuite Athanasius Kircher, qui est né en 1602, qui a traversé tout le XVIIe siècle puisqu'il meurt en 1680. Et c'est un siècle charnière, c'est un siècle qui a découvert l'esprit scientifique, qui a provoqué l'irruption des Lumières qui arriveront au XVIIIe siècle. C'était un siècle qui était traversé aussi par une guerre profondément meurtrière, la guerre de 30 ans, en plein cœur de l'Europe, une guerre de religion entre le schisme, entre les chrétiens et les luthériens, mais aussi un moment où toute l'Europe chrétienne était absolument effrayée par l'irruption de l'islam. Les Ottomans étaient en train de grignoter peu à peu l'empire catholique. Et donc, j'ai vu un certain nombre de questions qui se posaient au XVIIe siècle sur l'origine du monde, sur son futur, sur la peur de l'autre, etc., etc. Et la façon dont y avaient répondu certains personnages du XVIIe siècle. Certains comme les tenants de la raison scientifique, qui se débarrassaient du catholicisme, qui se débarrassaient de Dieu peu ou prou pour promouvoir une rationalité accrue et qui ont effectivement donné naissance à notre monde. Et le personnage principal de cette histoire durant ce siècle, qui était Athanas Kircher, qui lui, au contraire, refusait complètement et volontairement cette nouveauté, parce qu'il sentait bien que ça allait tuer le catholicisme, tuer la religion, et donc qui choisissait, lui, de rester dans le monde des merveilles, dans le monde de la Renaissance. Il croyait aux dragons, il croyait à toutes sortes de choses que l'esprit scientifique vouait aux chimères. Et j'ai voulu comparer ce monde-là à notre monde contemporain, poser à notre monde contemporain ces mêmes questions de l'origine, de la proximité avec l'autre, etc., etc. Et pour ce faire, j'ai planté un décor. Le Brésil, pour moi, c'est un décor. Je l'ai choisi vraiment comme un metteur en scène, choisi le meilleur décor, celui qui est le plus adapté pour répondre au propos qui va être décliné ensuite. Il se trouve que j'ai vécu 2 ans au Brésil, et donc que je connaissais en profondeur ce texte, mais j'aurais pu, ce pays, mais j'aurais pu choisir le Japon ou la vieille Europe ou n'importe quoi d'autre. J'ai choisi le Brésil non pas parce que j'y ai vécu, mais parce que c'était un pays encore avec
des parties totalement vierges. Il y a l'Amazonie avec des premiers peuples, des peuplades, des tribus originelles, d'où la question de l'origine, etc. C'est un pays qui a connu l'époque baroque, où les jésuites étaient implantés. C'est un pays qui s'est industrialisé très très rapidement. Et donc c'est un pays qui, en tant que décor, pouvait développer une série de facettes multiples que j'ai pu mettre en comparaison avec le XVIIe siècle. D'accord, merci. Et par contre, Sorche Chalandon, toi, c'est l'inscription de ce roman, particulièrement Quatrième mur, je parlerai tout à l'heure de Profession du Père, c'est le Liban parce que ça s'imposait. Alors, pardon, je suis désolé. Alors oui et non, en fait. Oui et non. Je pense que le vrai lieu de ce roman, c'est pas le Liban, c'est la guerre. Pour moi, c'était important, c'est-à-dire que j'ai été donc correspondant de guerre pendant plus de 20 ans, et je voulais y retourner. Et je voulais y retourner par la fiction, non pas parce que je n'ai pas eu le droit de tout dire lorsque j'étais journaliste, mais parce que je me suis jamais mis en scène en tant que journaliste, et heureusement, c'est pas notre métier. Mais en tout cas, moi, je voulais y retourner, c'est-à-dire je voulais qu'un Français, comme nous tous, se trouve confronté, un homme ou une femme, mais qui vit dans la paix, se retrouve confronté à la guerre. Et j'ai choisi le Liban parce que j'ai choisi, pour moi, ce qui a été le plus symbolique de la guerre, le plus symptomatique, que j'ai vécu moi-même, c'est-à-dire les massacres de Sabra et Shatila, massacres des camps palestiniens dans le sud du Liban. Et pour moi, ces massacres d'enfants, notamment, de vieillards et de femmes, pour moi, c'est ce qui m'a, dans toutes ces guerres, Afghanistan, Iran, Irak, Somalie, dans toutes ces guerres, c'est ce qui m'a paru le plus terrifiant, non pas de la guerre, mais pour pouvoir revenir en paix après. Comment on revient en paix après ça? Donc moi, ce que je voulais, c'est que j'ai choisi le Liban parce que c'est ce lieu-là, ce jour-là, en septembre 82, qui a été pour moi le pire moment de la guerre. Mais en même temps, c'est une série de poupées russes, c'est-à-dire que je choisis la guerre, qui est le lieu, je choisis le Liban, qui est le cadre, et je demande à mon personnage principal, qui est un metteur en scène, de construire une pièce de théâtre qui va être Antigone. Donc ce que j'avais envie de faire, c'est toutes ces pièces de théâtre multiples, le Liban, la guerre, le Liban, la pièce de théâtre, Antigone, des acteurs. Et finalement, ce que je voulais, ce que je tenais à faire, c'était un jeu de dupes, c'est-à-dire que je me crois, moi, auteur. Je crois que je mets en scène ce livre. Le metteur en scène que je crée, qui s'appelle Georges, croit qu'il met en scène ce livre, mais c'est la guerre qui met en scène tout. Et je voulais ça. C'est-à-dire que je voulais aller au Liban pour rappeler que ce qui met en scène, c'est la guerre. C'est pas nous. C'est même pas les auteurs. Non, on va revenir tout à l'heure sur cette question de la brutalité de la guerre, par exemple, dans ce cas-là, cet espace que tu nommes, Sorge, mais auquel tu opposes la beauté. Et on retrouve dans Profession du Père. Et ce sera la discussion après William. Donc cette question d'inscrire le roman dans un lieu, un espace défini. Oui, en fait, pour moi, ça aurait pu être parfaitement... Il est bon, son français. Hein. Pour moi, ça aurait pu être parfaitement... Enfin, on aurait du mal à croire que j'aurais pu placer mon histoire ailleurs, puisque ça parle de quitter un pays, de fuguer un pays, mais en même temps, c'est pas seulement le pays, c'est des tas de choses de la vie quotidienne qui font qu'il y a plusieurs fuites, plusieurs fugues dans le roman. Mais en vérité, ça aurait pu être aussi n'importe où. Je m'explique. Cuba est un pays assez particulier, et ça a toujours été une terre de passage, où les gens ne s'enracinaient pas. Et c'était une terre qui, depuis le début de sa découverte par les Espagnols, était une terre qui tout de suite a été quittée, abandonnée, parce qu'on a découvert que l'or n'était pas là, que l'or était du côté du Mexique, du côté du Pérou, du côté de la terre ferme.
Donc, cette île a été quittée une première fois. Par la suite, elle a été quittée tout au long de son histoire pour des raisons de toutes sortes. Elle était soumise toujours aux attaques des pirates, des corsaires. Elle a été occupée par les Anglais au moment donné, y échangée contre la Floride pour être récupérée par l'Espagne. Et puis, c'est une terre de passage où les Espagnols et de nombreux Européens venaient pour s'enrichir ou pour faire de l'argent et tout de suite l'abandonner et retourner chez eux. Il y a un terme en Espagne qu'on appelle los indianos. C'était tous les gens riches du nord de l'Espagne qui étaient pauvres à l'origine, mais qui sont enrichis à Cuba. Et par la suite, ils sont revenus et ils ont construit des grandes demeures. Ils étaient devenus un peu des podestats locaux, etc. Et ce pays-là, c'est un pays un peu mirage. C'est un pays qui existe et qui n'existe pas, qui est constamment balayé par l'histoire, par la haine des hommes, par les ouragans, par les épidémies, par l'arrivage massif des esclaves noirs. Tout le monde qui essayait de s'intégrer, de créer quelque chose dans ce pays a fini par être éjecté. Là, par exemple, justement, je viens d'écrire un article sur une famille cubaine très riche, c'était du nom de famille Terry, dont il y a eu un architecte français qui s'appelle Émile Terry, dans les années 30-40. Eh bien, ils étaient propriétaires, au moment donné, du château de Chenonceau, entre 1880 et 1920. Et c'était du fait qu'ils étaient éjectés par la guerre contre l'Espagne et parce que les plantations sucrières étaient brûlées aussi. Donc c'est un pays très particulier et c'est un pays comme de passage. Donc, et ce qui est quand même symptomatique dans son histoire, c'est qu'une fois qu'on s'installe, ensuite on a du mal à le quitter pour des raisons qui sont toujours étrangères à notre volonté. C'est-à-dire qu'il y a des gouvernements qui vous empêchent de le quitter. Et ça s'était passé déjà à l'époque coloniale. Et ça s'est passé pendant les 50 dernières années du XXe siècle. Donc c'est quand même assez cyclique. C'est un pays auquel on tient et c'est comme une espèce de piège au milieu d'un monde qui est quand même assez surréaliste, puisque l'île est mélangée, elle est légère. Et ça, on a l'impression que tout le monde est en train de s'amuser. C'est assez carnavalesque, assez musical, assez sensuel. Et en même temps, tout le monde a la tête ailleurs. Tout le monde a la tête avec une envie profonde de reconstruire sa vie à un autre endroit. Donc c'est quand même assez particulier. Alors, précisément, en Fugue, il y a cette histoire douloureuse, même qui confine au tragique à un moment donné, avec ce départ de cette femme et son fils. Mais il y a surtout quelque chose de l'ordre de la magie sur Cuba, la lumière de Cuba, ce qui est assez extraordinaire. Il y a ce côté qui est très beau. Et justement, je reviens à Sorge, sur le 4e mur, il y a une scène, mais dantesque. C'est le moment où il y a le bombardement soudain sur Beyrouth, et te fait dire à Georges, il parle de la guerre, c'était ça, le cri des hommes, le sang versé, tout ça, il dit, une joie féroce me labourait. Il y a quelque chose de l'ordre qui est de terrible, tragique, et en même temps une sorte de grandeur, une sorte de jubilation. C'est très compliqué à expliquer lorsqu'on est en paix. C'est très compliqué à avouer. C'est compliqué à dire. Et si j'ai écrit ce livre-là, c'est aussi pour ça, c'est pour avouer quelque chose. C'est compliqué de dire qu'on peut tomber amoureux de la guerre. Pas du mal qu'elle fait, pas de ce qu'elle provoque, pas des morts, mais tomber amoureux de cet instant où tout devient une question de vie ou de mort. Tout. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y aura un lendemain. On ne sait pas si l'ami sera encore là dans une heure. Chaque geste compte. Chaque petit fait de notre vie a une dimension différente. Donc moi, je sais que, et d'autres journalistes, il
il y avait d'autres correspondants de guerre ici. Je sais qu'il y a toujours eu un moment où, au premier impact de la guerre, nous, hommes et femmes de paix, qui ne connaissons même pas le bruit de la guerre, on ne se doute pas ce que c'est que le bruit de la guerre, on ne se doute pas ce que c'est qu'un obus de mortier, ce que c'est qu'un canon de marine, c'est des choses qui n'existent pas dans la nature. Il n'y a aucun bruit au monde naturel, aucun orage, aucun ouragan, rien ne sera à la hauteur d'une bombe aérienne, rien. Ça n'existe pas, c'est un bruit qui n'existe que créé par l'homme pour faire la guerre. Et dans ces moments-là, dans ces premiers bruits-là, on sait qu'on vient d'entrer dans un autre monde. On sait qu'on vient d'entrer dans un monde où désormais plus rien ne sera comme avant, même si on rentre, parce qu'on va rentrer en France. Mais ce bruit-là, on ne pourra pas le raconter, on ne pourra pas l'expliquer. Ce qu'on a vécu à ce moment-là, on ne peut pas le dire. Moi, j'ai des souvenirs terrifiants de copains journalistes à Beyrouth, pendant la guerre, sur les toits de Beyrouth. La nuit, couché, en train de regarder les balles traçantes, et il trouvait ça beau. Et ce moment où se réveille en nous quelque chose qui est de l'ordre de la barbarie réelle, pure. C'est-à-dire ce côté animal, où l'on sait que l'on est dans un lieu dont on ne reviendra peut-être pas et qui fait que la vie sera toujours différente. Maintenant, il y a des noms, le syndrome post-traumatique, etc. Tous ces noms existent, mais moi, je ne me souvenais pas, on ne connaissait pas ça. On sait que lorsqu'on arrive dans ce lieu-là, où l'on sourit, où l'on se sent férocement, pas bien, ni heureux, mais férocement différent, où on se sent férocement animal, on sait que ce lieu-là, cette saloperie-là qu'on est en train de vivre, on va la rapporter avec nous en France. Et la difficulté va commencer là. Elle va commencer là parce qu'il faut la rapporter en France, on va la rapporter, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, le monstre est en nous. Et le problème, c'est que lorsqu'on rapporte ça en France, il n'y aura plus personne pour nous écouter, plus personne pour nous entendre, plus personne pour vouloir même comprendre ce qu'on a vécu. Et on se retrouve absolument seul. Toujours, tous les anciens combattants, tous ceux qui ont fait la guerre, qui connaissent la guerre, tous ceux qui ont été proches de la guerre, savent que leur rentrée, c'est une extrême solitude. C'est-à-dire que alors il y a eu, il y a très longtemps, le vieux combattant en bout de table, guerre de 14-18, on n'écoutait même pas ce qu'il disait. Oh, il fait chier avec la bataille de la Somme. Il fallait l'écouter, cet homme-là, parce qu'il était seul. Et ceux qui sont rentrés de la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui sont rentrés d'Algérie, qu'on n'entendait pas, qu'on n'écoutait pas, tous ceux qui n'arrivaient pas à dire, ils étaient absolument seuls. Et le problème avec la guerre, c'est que le seul endroit où on vous écoute, où on vous comprend, c'est lorsqu'on y retourne. Donc c'est un piège. C'est-à-dire que vous n'êtes pas chez vous là-bas parce que vous êtes un homme de paix, journaliste ou je ne sais quoi, mais en tout cas, vous n'avez rien à faire là-bas. Et le problème, c'est que vous n'avez plus rien à faire non plus ici. Donc la guerre fait de vous un déraciné. À vie. Absolument à vie. Et le problème, c'est de réapprendre la paix. C'est de réapprendre que la difficulté, et c'est l'une des raisons de ce livre-là, la difficulté, c'est de rentrer et d'accepter d'avoir un enfant qui est devant un frigo et qui fait la gueule parce qu'il n'y a plus de coca, alors que vous venez d'un endroit où les mères meurent pour aller chercher de l'eau sous les balles. Ça, c'est la difficulté absolue. Or, engueuler son enfant parce qu'il pleure pour ça, c'est dégueulasse. Donc il faut quitter ce rôle-là pour retrouver, par exemple, le rôle de père ou le rôle de mère ou le rôle d'être humain en paix. Et c'est ça la complexité. Ce qui est le plus dur dans la guerre, c'est d'en revenir, en fait. Là, nous sommes dans un roman, dans le roman. On revient précisément à ce que tu nous expliques. C'est l'auteur, c'est cette... Mais j'offre ça. Absolument. J'offre ça à mon personnage. Mais bien entendu, mais je comprends bien. Ce qui me permet de revenir, de venir vers Jean-Marie, quand un de ses justement, on va parler de cela. Un de ses personnages dans L'île du Point Nemo, ton dernier roman en date, qui dit « Peut-être ne comprendrons-nous quelque chose à l'ordre secret du monde qu'après une sincère et patiente mansuétude pour ses incohérences. » Alors là, c'est plus des incohérences, là nous sommes dans la tragédie. Mais est-ce que précisément, je veux dire, la fiction, la littérature permet de comprendre peut-être ces incohérences ? Je ne crois pas que la fiction permette de comprendre quoi que ce soit. Je ne crois pas que ce soit le but de la littérature, en tout cas pas de celle que j'essaye d'écrire.
l'imaginaire, le fait de raconter une histoire, de mettre en scène des personnages, de leur faire vivre, comme Sorge vient de raconter, parfois des expériences douloureuses, personnelles, parfois de les inventer complètement pour les vivre soi-même en écrivant. C'est une façon de changer de focale sur le monde. Ça donne des effets de grossissement ou d'éloignement, ça montre des aberrations, ce sont des effets de miroir qui permettent non pas de comprendre, mais d'apercevoir d'autres facettes de ce réel qui nous entoure et qui n'a pas d'existence propre. Nous passons notre temps à le recomposer dans notre cerveau, ce réel, à l'inventer à chaque seconde, y compris lorsqu'on écrit. Donc c'est plus dans ce territoire-là que je me place, hein, pas dans celui de la compréhension qui serait celui de la vérité. Si je comprends quelque chose, c'est que j'en ai compris la vérité, le sens. Non, j'essaye de me mettre en situation d'interrogation et peut-être de faire partager cette interrogation différente à un lecteur potentiel. C'est ce que fait Sorge d'ailleurs. C'est ça, je veux dire. Moi, mon rêve, c'est pas de répondre, c'est de poser les questions. Je peux pas répondre. On continue avec William sur cette question de. Je parlais de comment pour conjurer le sort, conjurer peut-être, on a besoin de la beauté, parce que c'est vrai que le destin tragique de cette mère et son fils, qui sont obligés de quitter, dans quelles conditions, tu les racontes dans le roman, et tu as besoin de nous peindre un Cuba qui est beau. Alors, d'un côté, c'est vraiment quelque chose d'assez dur, très difficile qu'on vit, et en même temps, Cuba est beau, on y danse, on fait la fête. Oui, le pays, c'est une chose, le gouvernement, c'est une autre. Ça n'a rien à voir. Ça a toujours été le cas de plein de pays qui sont fantastiques, et puis les gouvernements sont de la pourriture. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand on vit au milieu d'un gouvernement qui est quand même pourri, et qui dure plus qu'il devrait durer, et on a besoin d'inventer un monde pour survivre là-dedans. Et nous, à différence de ce qu'il disait mon collègue de l'extrême gauche, et qui ne l'est pas sûrement, il est en plus, alors qu'il est, mais félicitations aussi, parce qu'on est démocrate, chose qu'on ne nous inculque pas Cuba d'ailleurs, donc j'ai dû faire un grand effort pour le devenir. Et bien, quand on vient d'un monde comme Cuba, où on a l'impression qu'on a vécu une guerre, et quand vous arrivez à La Havane, la première chose que vous dites, c'est que c'est quand que vous avez signé les accords de paix. Quel accord de paix? Oui, mais ici, il y a eu un bombardement. Non, il n'y a pas eu un bombardement. C'est une ville qui tombe en ruine, une ville qui était fantastique, qui était le Paris de la Caraïbe. Et en fait, on n'a jamais signé des accords de paix avec personne, parce que les seuls accords de paix qu'on aurait pu signer, c'était ceux des moments de l'indépendance de l'Espagne, et c'était les Américains et les Espagnols qui l'ont signé à Paris sans inviter les Cubains à table, au palais de Versailles. Alors, on n'a jamais signé des accords de paix, et on a fait plein de guerres, même celle d'Angola, où encore une fois, ils se sont invités à table, les Sud-Africains, les Angolais et les Américains, mais pas les Cubains. C'est quand même un pays délirant. Bref, on passe. Et en fait, on a besoin d'inventer un pays. Et ce pays, on l'invente comme on l'invente le personnage du roman, dans le quotidien. On l'invente dans l'amour, quand on est adolescent. On l'invente dans la fantaisie, lorsqu'on est enfant. Et c'est pour ça que chaque fois que quelqu'un me demande si j'ai de la nostalgie pour mon pays, je dis que je n'en ai aucune. Parce que la nostalgie, pour moi, ce n'est pas envers une terre, ce n'est pas envers une Madeleine comme Proust, ce n'est pas envers l'air ou l'odeur de l'air, c'est envers les étapes de la vie. Et ce sont des étapes qui ne sont pas récupérables. On ne peut pas récupérer notre enfance, comme on ne peut pas récupérer notre adolescence. Et on ne va pas à l'amour comme on allait quand on l'a découvert pour la première fois. Et cette nostalgie, elle est éternelle.
Et on la confond souvent avec la terre, avec le lieu, avec la ville, avec le village. Et non, c'est la nostalgie de l'âge. Donc, c'est Cuba qui était inventé dans le roman. C'est un Cuba qui est entièrement composé des odeurs, de la gastronomie, des mots, de la musicalité. Il y a même un moment où le personnage il invente un endroit qui n'existait pas, une espèce d'Eldorado. C'est un village qui est complètement inventé dans le roman, il n'existait pas, dans lequel, pour la première fois, il va sentir qu'il vit dans une île. Parce qu'il y en a des îles qui sont petites, mais il y a des îles qui sont quand même assez grandes, comme c'est le cas de Cuba. Et on n'a jamais la possibilité de nous mettre à une hauteur quelconque pour découvrir qu'il y a deux côtes, nord et sud. Et alors j'invente un endroit mythique dans ces romans-là où il y a une montagne qui permet de voir la côte nord et la côte sud de Cuba, chose qui n'existe pas. Et c'est un peu l'Eldorado, c'est-à-dire cet endroit qu'on a perdu, cette terre de nos amours, de nos émotions, que ça, il n'y en a pas ni gouvernement, ni dictateur, ni personne qui pourra les enlever. Parce que la liberté, elle est intérieure. C'est pour ça que tu cuisines très bien. Il cuisine très bien. Mais c'est vrai que les gens qui disent « Ah, mai 68, c'était bien », ça veut dire ah, « Quand j'avais 17 ans, c'était génial ». Et donc, c'est vrai, c'est formidable. Moi, je connais une vieille dame qui était actrice et qui disait « 1943, j'ai des souvenirs magnifiques ». C'est juste parce qu'elle avait 20 ans, en 43. Et ce qu'il dit est absolument exact. C'est-à-dire qu'on parle en fait que de nous et que de notre âge. Et c'est terrifiant. Et on se disait qu'on prenait un sacré coup de vieux là, en entendant ça. C'est terrifiant. Bon, alors tu te tais. Alors justement, toujours sur cette question de la beauté, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que on va arriver au sujet de cet après-midi. Et dans la profession du père, Sorge, ton personnage Émile explique à son fils Clément son travail. Et il lui dit « Je répare la beauté. Je répare la beauté. » Donc nous sommes, je crois, il me semble, moi, en tout cas moi, tel que je comprends mon travail d'écrivain, nous sommes dans le cœur de la littérature, dans le cœur du travail, non ? D'être d'un écrivain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer. Moi, vraiment, hein. Les journalistes ne sont pas tous cons, parce que des fois, on lit un truc, on se dit « Ah ouais, c'est ça ». Quelqu'un s'était aperçu que sur mes livres irlandais, le héros qui s'appelait Antoine, il était luthier. Il réparait les violons. Dans le 4e mur, alors il ne répare pas, mais en tout cas, il est metteur en scène de théâtre. Et dans le dernier, il est restaurateur de tableaux du 18e. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais je pense que j'offre à mes personnages une chance que je n'ai pas eue. C'est-à-dire, moi, je viens, c'est assez banal, hein, mais je viens d'une famille sans livres, sans musique, sans beauté. La beauté, je l'ai appris une fois parti. C'est dehors que j'ai appris qu'il y avait du jazz, qu'il y avait de la musique, qu'il y avait des races, qu'il y avait des couleurs de peau, qu'il y avait du cinéma, qu'il y avait du théâtre, qu'il y avait de la littérature. C'était dehors. Et j'offre à mes personnages tout ce que j'enrage d'avoir appris trop tard. Et je n'imagine pas, je n'imagine pas avoir, peut-être, je ne sais pas, peut-être un jour, mais d'avoir un personnage employé de banque, ça va être, je n'ai rien contre les employés de banque, mais ça va être très compliqué pour moi. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'à un moment donné, ce personnage-là me venge. Et quand Antoine, en Irlande, il répare un violon, c'est-à-dire qu'il répare le son, la musique, qu'il travaille le bois, qu'il travaille les encens. Quand Georges, au Liban, il prend ses acteurs, il les fait répéter comme ça, qu'il est ému aux larmes quand un maronite donne la réplique à une palestinienne. Ou quand Émile, avec son petit coton-tige, il enlève des surcouches de temps sur un vieux tableau. Je me venge de cette saloperie d'enfance, en fait. Alors, Jean-Marie, sur cette question de la beauté, Lacan dit que seul le beau peut arrêter une horreur fondamentale. Est-ce que
toi, en tant qu'écrivain, en tant que poète, en tant que romancier et poète, est-ce que tu penses que précisément la littérature peut être un apport pour ce beau, participer de ce beau qui puisse faire barrage à l'horreur fondamentale? Est-ce que c'est l'horreur qui est fondamentale ou est-ce que c'est la beauté qui est fondamentale? C'est la question qu'il faut se poser en permanence et que je me pose moi. C'est vrai que lorsque je regarde le monde autour de moi, c'est un monde qui me fait horreur. Je ne suis pas content d'être dans ce monde. Mais quand je regarde toute l'histoire, j'arrive pas à trouver une seule période où j'aurais pu être plus heureux et où j'aurais pu apercevoir plus de beauté qu'il n'en est aujourd'hui. Donc j'y reviens, c'est encore une histoire de reconstruction permanente. On peut choisir de voir la beauté, elle est là. Elle est là, l'horreur, elle est adventice, elle a l'importance qu'on veut bien lui donner. C'est pas parce qu'il y a 150 000 morts, ou peu importe le nombre, aussi macabre soit-il, qu'on est dans le malheur. Le malheur, c'est qu'on va tous mourir à un moment donné de notre vie. Donc ça, c'est inéluctable. Donc autant voir la beauté là où elle se trouve, autant essayer de la montrer dans notre travail d'artiste, qu'on soit écrivain, qu'on soit peintre, qu'on soit musicien, etc. C'est juste changer de focale, encore une fois, aiguiller la vision de manière à voir la beauté derrière ces aberrations. Ce que disait Sorge tout à l'heure est très très intéressant aussi, quand et rejoint ma fascination pour l'aberration, pour les anamorphoses. Quand on trouve beau ou belle des balles traçantes ou ce premier bruit d'explosion qui dit le présent de la guerre, enfin, ça semble absurde parce que c'est objectivement monstrueux. Mais si vous tendez le miroir déformant sur lequel va se refléter cette monstruosité, vous allez peut-être en apercevoir l'extrême beauté. Et c'est dans ce mouvement de miroir que moi je place mon travail et celui de la littérature. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Sorge et ce que tu disais sur la réparation, j'étais il y a pas très longtemps en Serbie, à Sarajevo, et j'ai rencontré un vieux monsieur qui était un vieil archéologue à la retraite, etc., et qui me racontait un peu la guerre, mais qui me montrait des paysages, qui me disait, là, cette montagne, à telle époque, ce sont telles armées qui se sont affrontées. Et puis, 50 ans après, c'était toujours au même endroit. Et on a été une terre de passage. Et il y a eu encore des guerres, comme s'il y avait une espèce de répétition éternelle de la guerre sur certains endroits. Et il m'a dit une phrase absolument exceptionnelle. Il m'a dit, il faudrait réparer les paysages. Il faudrait réparer les paysages. Il faudrait réparer cette faculté qu'ont certains paysages à attirer la foudre. J'ai trouvé ça d'une poésie merveilleuse, mais c'est quelque chose qu'on peut adapter à beaucoup de choses. Notre métier, c'est d'essayer de réparer le monde, oui, en changeant de vision. Oui, vas-y, Serge, vas-y. Non, c'est juste que, en même temps, nous sommes des citoyens comme les autres. C'est-à-dire que si on prend, je suis désolé, j'ai des choses comme ça qui me touchent, mais si on prend l'Irlande, si on prend l'insurrection de 1916 en Irlande, c'est le 100e anniversaire. Les Pâques, 1916. Des grands poètes, Pierce et Plunkett McDermott, ils ont posé le stylo et ils ont pris les fusils. C'est-à-dire qu'il y a un moment, malheureusement, il y a un moment où le livre, l'ennemi le brûle. Et pour qu'il cesse de brûler le livre, parfois il faut prendre l'arme de l'ennemi. Je veux dire, moi, quand j'ai écrit le 4e mur, il y a des Libanais qui ont commencé à lire le livre et qui disaient, et qui, au fond d'eux, disaient, j'espère qu'il ne va pas réussir à monter cette pièce au Liban. Parce que s'il réussit à monter cette pièce,
cette idée magique de prendre toutes les communautés pour faire une pièce, Jean Anouilh, Antigone, jouer sur la ligne de front, s'il fait ça, ce livre n'a aucune valeur. Il ne peut pas monter cette pièce. Et cette pièce ne sera pas montée parce qu'on ne peut pas la monter. Et ce n'est pas un livre sur une pièce qui est montée par un petit occidental qui fait la paix avec toutes les milices qui se disent « mais c'est vrai, on est con, faire la guerre, c'est débile, faisons de la poésie ». Ça n'existe pas, ça. Mais en tout cas, la tentative de monter la pièce, la tentative de répondre par la poésie, la tentative de répondre par la littérature, la tentative d'aller au plus loin pour réparer, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais il y a un moment, malheureusement, il y a un moment, et d'autres poètes et d'autres écrivains ont pris les armes dans d'autres époques, dans les maquis, etc. Je veux dire qu'il y a un moment, nous sommes quand même, nous ne sommes pas que des rêveurs qui prêtons le flanc. Il y a un moment donné, pour continuer à écrire, parfois, il faut se battre. On n'a pas le choix. Oui, d'accord, mais je voudrais donner... Je sais que vous êtes d'accord, mais... Non, mais... C'est pas que je suis d'accord, je veux dire... Non, mais c'est pas ça. D'accord à ce que tu dis, non, mais... c'est pas ça, c'est que j'entends parfois des gens dire la poésie peut combattre le mal suprême, sincèrement. Non, mais c'est pas ça. Mais je donne deux exemples, rapidement, si vous permettez. En Colombie, à Medellín, connu pour être le fief de la drogue, de barons de la drogue, de milices et tout ça, il y a un festival de poésie unique, exceptionnel, où des milliers de gens viennent écouter les poètes dans leur langue, et c'est traduit en espagnol. Il y a ce que j'ai vécu personnellement dans ma jeunesse. Jean Sénac, quand il est au début des années 70, avait une émission de poésie à la radio algérienne. Dans le moindre petit village d'Algérie, on rentrait à ce moment-là pour écouter Jean Sénac avant d'aller à la mosquée. C'est quand même quelque chose, je veux dire. Il y a quelque chose qui fonctionne. Bien sûr, Jean Sénac est mort, assassiné, bien entendu. Les barons de la drogue en Colombie ont fait ce qu'il fallait. Ils ont sorti leur argent, la drogue continue. Mais quand même, il y a cette magie-là, non ? Bien sûr, absolument. On est d'accord. Alors, je vais vous demander chacun de nous lire un extrait de vos livres, si vous voulez, pour faire entendre. Mais j'ai ramené là où les tigres sont chez eux. En fugue. Et le quatrième mur. Je finis. J'arrive. Non, mais je finis dernier. Faut que je trouve le... D'accord. Alors, je crois que c'est important de donner à entendre les textes des auteurs, et puis après, on va prendre des questions. On n'a pas épuisé la question, mais quand même, ils ont répondu sur des choses les plus importantes, les plus fortes, les plus bouleversantes. Et ils n'ont pas de Kalachnikov, ils ont les mots, ils ont la poésie, et ça, c'est important. Quoi qu'il en dise, le poète est important. William. Alors, La Havane, c'est une ville qui prétend avoir un fleuve, mais le fleuve, il est piètre. Il s'appelle Almendares, et par manque d'un autre, il a été... J'ai oublié le mot en français, c'est pathétique. Sobrevalorisé, survalorisé, on peut dire en français, voilà, survalorisé, voilà. Le français est un faux ami. Surestimé, c'est le mot que je cherchais, merci. Donc, ce fleuve Almendares, il y a toute une mythologie autour de lui. En fin de compte, c'est un fleuve très pourri dont on n'a qu'une envie de le traverser même. Non? Donc, toute Cuba, c'est comme ça, c'est une mythologie en fait. Le fleuve Almendares charrie du limon avec la lenteur imposée par son maigre débit vers son embouchure dans le golfe du Mexique. Les Guanahatabeyes l'avaient baptisé Casihuahua, mot mystérieux dont j'ignore toujours la signification. Triste destinée que celle de ces Indiens, dont on ne sait presque rien, déjà rayés de la carte avant l'arrivée des colonisateurs, car il en va toujours ainsi avec les hommes. Certains en poussent d'autres pour prendre leur place. L'histoire de ces aborigènes, déplacés par les Siboneyes, jusqu'à n'avoir plus qu'un infime bastion dans la partie la plus à l'ouest de l'île, s'est perdue à jamais. Les Espagnols, dans leur soif de tout rebaptiser, ont appelé le fleuve Puntilla, nom actuel de son embouchure. Je ne sais dire depuis quand
ni pourquoi il est devenu El Almendares. Davantage que le fleuve, souterrain par endroits, le plus admirable est le pont, à la solide armature et à la structure élancée qui relie la partie récente du quartier du Vedado à l'élégante zone résidentielle de Colli. Vers le lieu dit, El Usillo, une source a alimenté pendant plus d'un siècle une ville dont la superficie n'occupait pas même le quart de l'actuelle. Le précieux liquide coulait tout le long de la Zanja Real jusqu'à l'ancienne enceinte protégée par des murailles qui avaient été démolies lorsque la population, déjà très importante, avait débordé de l'enceinte originale. En étant, aux eaux nauséabondes, a remplacé l'ancienne source. Quelqu'un a dit un jour, il manque à cette ville un fleuve respectable. C'est certainement pour cela que nous en parlons autant, de peur qu'il ne disparaisse entièrement, en portant ces légendes, ces contes et ces histoires d'homicides, de viols, les anecdotes tissées autour de son existence. Bon nombre d'entre elles appartiennent au passé, d'autres sont le simple fruit de l'imagination débordante des Havanais. En fugue de William Navarrete. Ouais, ça me plaît, j'adore. Jean-Marie, s'il te plaît. Ils étaient en plein repas, et Firmina s'en souvint par la suite comme d'une coïncidence lourde d'implications, en train de rire beaucoup trop haut, lorsqu'un bruit de réacteur fit trembler soudain les verres sur la table, enfla démesurément, jusqu'à leur faire rentrer la tête dans les épaules, et s'acheva dans une explosion qui souffla toutes les vitres de la maison. Le Boeing 727 de la VASP, en provenance de Congonhas, venait de s'écraser avec ostentation sur la Serra di Aratagna. Seul à réagir, Zé se précipita au dehors. Un peu plus haut sur la montagne, à la lueur des arbres transformés en torchères, un grand panache noir s'élevait d'une nouvelle déchirure dans la forêt. « Meu Deus » dit-il en prenant conscience de l'accident, « il a failli nous tomber dessus. » Puis s'adressant à sa sœur et à Nelson, qui l'avait suivi sur la véranda, « Attendez-moi ici, je vais voir si je peux faire quelque chose. » Et il se mit à courir vers le lieu de la catastrophe. Malgré les hauts cris de Firmina, et sans réfléchir à ce qu'il faisait, Nelson lui emboîta le pas en se tortillant sur le sol. Lorsqu'il parvint sur la zone d'impact, exténué, maculé des pieds à la tête à cause de ses glissades sur la boue rouge du chemin, Nelson resta pétrifié devant ce qu'il est convenu d'appeler un spectacle d'apocalypse, mais dont l'horreur se manifesta pour lui par la simple vision d'un torse de femme encore attaché à son fauteuil et comme assis désormais sur l'abondance de ses entrailles. Tout autour, éparpillé sur un très large périmètre et mis en relief par les fluorescences jaunes des gilets de sauvetage, on distinguait les débris fumants de l'avion, des valises éventrées, tout un fouillis méconnaissable. Et puis ces choses qui fascinaient. Corps atrocement déchiquetés, lambeaux de chair pendus aux arbres comme des prières tibétaines, membres ou organes semés au hasard sur la terre détrempée, obscènes dans leur étrange solitude. Toute une boucherie humaine livrée soudain aux bêtes avides de la forêt. À croire, songea Nelson, qu'il avait plus du sang, du steak et des abats. Un petit peu encore ou... Vas-y. Termine, après c'est Sorge. Je termine juste le petit... Réveillés par la déflagration, les urubus voltaient déjà sur cette manne, chipotant du bec au-dessus des ventres offerts,
picorant les orbites. Il se disputait avec des cris aigres les carcasses les plus appétissantes. Nelson ne fut guère surpris par le nombre de silhouettes, certaines munies de lampes torches, qui s'affairaient déjà sur ce champ de misère. Peu enclins à la pitié pour ceux que la mort avait délivrés de tout besoin, ces pauvres gens des montagnes fouillaient les décombres avec minutie, prélevant sans dégoût ce qui représentait quelque valeur, argent, alliances et bijoux, mais aussi vêtements rougis de sang, chaussures dépareillées, et jusqu'à certains fragments de l'appareil dont nul n'aurait pu dire à quel usage il pouvait bien les destiner. La perspective de découvrir un portefeuille bien rempli lui avait titillé l'esprit une seconde, mais Nelson refusa de se mêler aux charognards. Cherchant l'oncle Zé du regard, il progressa dans les débris. La terre était nauséabonde, gorgée d'humeur et de matière douteuse. Au détour d'un fourré, il se trouva nez à nez avec un tronçon de policier, un flic décapité qui portait encore, absurdément, son ceinturon et son étui à pistolet. « Eh ben, t'as pas l'air con comme ça, dit Nelson entre ses dents. Je t'encule, fils de pute. » Là où les tigres sont chez eux, prix Médicis. Sorge. Ça va être dur après. Là. Je me fais peur. Je sais qu'il coule en moi autre chose que les larmes et le sang. Je charrie la fureur. En pension, je retournais mon lit à deux mains pour briser ma rage. J'ai frappé un maître qui avait dit d'un élève qui n'était pas fini. C'était vrai, il n'était pas. Myope au-delà, presque aveugle. Il suivait les lignes de son doigt malhabile, il s'appelait Bachir. Le maître le traitait de Boshiman. Quand Bachir clapait une réponse qui ne venait pas, le maître imitait la langue des hommes de la brousse. Il lui disait de retourner dans sa caverne, de grimper sur son arbre. Il lui conseillait de revenir pieds nus en classe, s'il ne s'habituait pas aux chaussures de ville. De septembre à novembre 1962, Antoine Vancet, professeur de 6e au collège Thomas Edison, a maltraité l'Algérien Bachir Tayebi, rapatrié dans le pactage de son harki de père. Et moi, j'ai laissé faire trop longtemps. Des heures et des heures, dans la joie des autres qui se savaient français. Un vendredi, à la fin des cours, Bachir a laissé tomber ses lunettes épaisses comme des hublots. Elles ont raclé le sol, passé de soulier en soulier, d'un bout à l'autre de la pièce. J'ai regardé Vancet, il observait le jeu, il voyait tout. Un œil sur l'horloge, l'autre sur les lunettes. Bachir s'est levé, bras tendus. Il ne pleurait pas, il ne criait pas. Ce garçon avait appris à ne pas supplier. Il réclamait simplement la lumière à voix basse. Vancet était assis sur son rebord de table, il avait enlevé ses propres lunettes, il observait les verres graisseux dans le jour qui baissait, il a soufflé 2 fois avant de les essuyer avec application. Quand la cloche a sonné, il a dit « À lundi !» sans un regard pour rien. Les autres se sont précipités, piétinant le parquet de leurs galoches. J'ai ramassé les lunettes de Bachir et lui ai mises dans la main. Pas merci, rien. Il est parti en courant, comme les autres, honte au ventre. Dans la classe, il n'y avait plus que l'enseignant et moi. Je me suis avancé à son bureau sans un mot et j'ai frappé son visage de mon cartable à souffler, violemment, sans penser à rien d'autre que l'envie de lui faire mal. Le cuir a griffé sa joue, il a perdu l'équilibre. Ses lunettes sont tombées, j'ai marché dessus, je les ai écrasées. Aujourd'hui encore, mon ventre garde le bruit de ce verre brisé et l'image de sa stupeur. Il s'est accroupi pour ramasser les débris et moi je suis parti sans rien attendre. Le dimanche, j'ai regardé le ciel en pensant que ma vie s'arrêterait là. Lundi 26 décembre 1962, j'ai repris ma place à gauche, 2e rang dans la classe. Vancet a sorti son cahier de mathématiques, il a écrit la date du jour sur le tableau. Il avait d'autres lunettes rondes et noires qui le rendaient sévère. Bachir Tayebi était retourné à son brouillard. Il ne s'est rien passé, pas un mot, plus jamais. Le professeur nous a ignorés, lui et moi. J'étais soulagé et déçu à la fois. Je rêvais d'un affrontement public. J'ai replié la lame de mon couteau. J'avais 12 ans. Le 4e mur. Je ne sais si on a quelques minutes pour prendre des questions. Si on peut prendre 2-3 questions, hein, puisque je suis autorisé, puisque je suis le parrain en plus.
je peux me permettre. Hein. En plus, ma mission se termine là. Il faudra vous débarrasser de moi. Une ou deux questions dans la salle? Ben, s'il n'y a pas de questions, vous savez que leurs textes sont là. Si? Il y a monsieur là. Derrière, déjà, il y a monsieur. Voilà, donnez-lui. Et après, ce sera vous. Ensuite. On avait reçu Philippe Grimbert ici au Festival du Premier Roman pour La Petite Robe de Paul, et puis après pour Un Secret. En tant que psychanalyste, il nous avait dit on met plus de soi dans un roman de fiction que dans un roman autobiographique. Alors nous, on l'avait cru, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que, sincèrement, je pense qu'on est dans tous les romans, en fait. C'est-à-dire, je pense que si demain, je ne crois pas que j'ai pas ce talent-là, mais si si j'écrivais un roman qui se passe sous Henri VIII Tudor, je pense que je serais quelque part dans la tête d'un conseiller, ou je serais peut-être le palefrenier ou le hallebardier, mais je crois qu'on se met dans le roman. C'est-à-dire, ce qui est formidable, je trouve, ce qui est formidable pour un romancier, c'est qu'on peut, y compris, incarner nos différences, incarner nos contradictions. Donc, moi, je pense que ça soit une autobiographie ou un roman, il y a toujours des gros morceaux d'auteur dedans, comme un yaourt aux fruits avec des gros morceaux de fraises. Voyez, je pense qu'on est un peu partout. Alors, des fois, on se cache, des fois, ça ne se voit pas. Mais c'est le moment ultime où on peut dire la vérité, le roman, je trouve, par rapport à nous. Moi, je pense que dans les romans autobiographiques, on n'est jamais sincère, puisqu'il y a des tas de choses de notre vie qu'on cache, que par contre, dans les romans de fiction, on profite de la distance, du fait qu'on s'invente des personnages qui sont, soi-disant, non en rapport avec notre vie, pour raconter exactement ce qu'on ne veut pas raconter en première personne. Donc, je crois que c'est tout à fait le contraire de ce que vous a dit votre psychologue. Ah, il a dit la même. Ah, pardon, c'est moi qui ai mal compris. Donc, alors, je suis tout à fait d'accord avec lui. Voilà. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Sorge, avec ce qu'on a dit, mais pas d'accord avec Grimbert. Je pense que c'est que l'autofiction, c'est à 100% de la fiction. L'autobiographie, c'est de la fiction. La fiction n'est pas plus ou moins autobiographique. On est dans la fiction, que l'on écrive un roman ou que l'on écrive ses mémoires. Pour donner une note optimiste un petit peu, je crois que c'est Bulgakov qui disait que la beauté sauvera le monde. Et je crois qu'il y a quand même des expériences, par exemple Barenboim qui avec des Juifs et des Palestiniens, voilà. Et je pense que la musique fait ça pour ça. Je vois, il y a Jordi Savall aussi qui a fait réunir toutes les musiques du Moyen-Orient, enfin, etc. Et ça réunit en même temps les religions. Donc il y a des choses positives. Alors ça ne résout pas forcément le drame, le malheur. Mais je crois qu'il y a des expériences et on ne sait pas assez peut-être. Il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'on peut, par la culture, par l'art, on peut faire beaucoup de choses. Mais ce ne sont que des trêves poétiques. C'est une trêve poétique. Ça paraît ancien maintenant, mais même les soldats allemands, anglais et français qui font un match de foot, ça paraît... Aujourd'hui, on dit oui, tout ça, mais c'est des moments... Oui, bien sûr. Mais c'est une trêve poétique. C'est pas la fin de la guerre. Et je crois que nos copains, Cab, Charb, Cabu, Honoré, c'est bien la preuve qu'il y a un moment donné où il y a quelque chose qui est plus puissant, malheureusement, que l'encre et le crayon. Et ça fait chier. Bien. Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés au but lointain. La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie. Le verre de fenêtre est négligé. Qu'importe à l'attentif. Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému. Il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque chavirée. Bonjour à peine est inconnu dans mon pays.
On n'emprunte que ce qui peut se rendre augmenté. Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n'avoir pas de fruits. On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. Dans mon pays, on remercie. René Char, merci. Merci à vous.